Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette année 2024 dans cette émission santé sur Radio GM. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année et que tous vos souhaits se réalisent. Alors comme vous le savez probablement, le mois de janvier est peut-être l'occasion pour certains challengers d'être sobres sans une goutte d'alcool pendant 31 jours. Dry January ou janvier sobre, janvier sec ou encore mois sans alcool est une campagne de santé publique incitant à l'abstinence de consommation d'alcool après la soirée du jour de l'an et ce durant tout le mois de janvier. Originaire du Royaume-Uni, cette campagne se diffuse progressivement dans le reste des pays occidentaux à la fin des années 2010 et au début des années 2020 par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des associations de lutte contre le cancer et pour la prévention de l'alcoolisme. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Tixeron-Cécile, psychiatre, accompagné de Alain Lanaro, infirmier, tous deux exerçant au XAPA Corderie, qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, dites-nous en plus sur ce centre. Comment est-il organisé ? Quelles sont les modalités de prise en charge et les missions, s'il vous plaît ? Alors, le XAPA Corderie est un XAPA, donc un centre de soins, d'accompagnement et de prévention pour les personnes qui ont des addictions. Les XAPA, c'est national, il y en a dans toute la France. À Marseille, il y en a plusieurs. Et le XAPA Corderie est un XAPA rattaché à l'hôpital public, à l'hôpital Édouard Toulouse. Alors, il y a deux unités. Il y a le centre Puget-Corderie qui se charge des adultes et l'espace Puget-Bis qui est destiné aux jeunes, aux 15-25 ans. Donc on peut parler des modalités d'accueil, par exemple. Bien Concrètement, comment nous joindre ? Les personnes qui veulent déjà un tout premier rendez-vous, ils prennent leur téléphone, ils composent un numéro. On est connu sur les numéros verts d'addictologie, notamment à Marseille, lorsqu'il y a des demandes, des préoccupations autour des personnes. Ils peuvent prendre rendez-vous par téléphone. Il y a une première démarche donc par téléphone et un premier accueil. C'est souvent les infirmiers qui proposent un premier accueil infirmier. C'est l'occasion au détour de ce premier rendez-vous de faire le point avec la personne. Quelle est sa demande, où elle en est-elle, et puis quel objectif elle a, se faire aider, se faire accompagner, comment. Donc nous, après, il y a une décision d'équipe, on est une équipe pluridisciplinaire, avec des médecins psychiatres, des psychologues cliniciennes et une équipe infirmière. C'est l'occasion d'élaborer ensemble le fil conducteur de la prise en charge pour savoir qui va s'occuper, comment, tout commence et élaboré à ce niveau-là. Quelque chose d'important à signaler, et aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, c'est une consultation dite gratuite pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes et notamment les jeunes, parce que nous on reçoit aussi les 12-15 ans, les 12-25 ans, ça permet aussi de leur faciliter l'accès aux soins et nous il y a une prise en charge directe avec l'hôpital Édouard Toulouse, donc la sécurité sociale. Merci. Alors, quand considérer qu'une personne est alcoolique, s'il vous plaît ? Alors, selon l'OMS, on parle de dépendance à l'alcool lorsque la consommation de boissons alcoolisées devient prioritaire par rapport aux autres comportements auparavant prédominants chez une personne. Le désir de boire devient impossible à maîtriser et doit être assouvi au détriment de toute autre considération. La consommation est poursuivie alors qu'elle entraîne des conséquences manifestement problématiques. Donc, une tolérance peut se développer avec un besoin de consommer des quantités de plus en plus importantes d'alcool pour obtenir les effets recherchés. Et une dépendance physique peut se développer avec des signes de manque ou des signes de sevrage à l'arrêt des boissons. Donc, par exemple, des tremblements, des sueurs, des palpitations, de l'anxiété. Alors, quel est le pourcentage de personnes alcooliques en France et l'âge moyen ? Alors, j'ai repris les chiffres de l'OFDT, qui est l'organisme... l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, pardon. Donc en France, on a 10% des adultes qui ont un usage quotidien d'alcool avec une prédominance masculine, donc à peu près 15% d'hommes et 5% de femmes. Et chez les adolescents, 8,4% une consommation régulière d'alcool. Alors ces chiffres sont une estimation, il est difficile d'estimer très précisément le pourcentage de consommation. Les gens ne déclarent pas toujours ce qu'ils consomment exactement. Alors, ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que ces dernières années,
ces pourcentages ils diminuent. Oui, on s'est amusé entre guillemets à regarder un peu les chiffres de l'OFDT qui remontent à 2022-2023. Il est noté sur les consommations plurielles, donc concernant le tabac, le cannabis et les consommations d'alcool, concernant aussi les générations qu'on appelle la génération Z, donc les jeunes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, il y a un tassement des consommations, voire une baisse des consommations sur ces 3 types de consommation, alcool, tabac et cannabis. C'est des chiffres tout récents. On se demande un peu comment on peut les interpréter, parce que nous, à la consultation, on a quand même de la consultation avec une file active qui est plutôt croissante. Mais au niveau national, c'est toujours intéressant de pouvoir relativiser et les grands signaux que donne. Alors moi, ça m'illustre un peu, parce que moi, j'interviens sur le mois sans tabac, mais c'est aussi une porte d'entrée pour faire le point par rapport aux jeunes et dans les milieux universitaires. Ces jeunes nous disent que les consommations comme le tabac ou l'alcool reste un mode, on va en reparler tout à l'heure, un mode de consommation particulier pour les jeunes et notamment les étudiants. Et sur le tabac, il y a des consommations dites c'est passé de mode. Ça, c'est ce que nous ramènent beaucoup d'étudiants en fait. Quels sont les mécanismes à l'origine des dépendances aux drogues et plus particulièrement des dépendances à l'alcool, s'il vous plaît? Alors nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement au XAPA Corderie, c'est de réfléchir sur les mécanismes psychopathologiques ou sur toutes les études ou toutes les réflexions psychanalytiques qu'il y a eu autour du développement des addictions. Dans lesquels la question du lien et de la séparation reste centrale pour expliquer le développement des addictions. Ensuite, bien sûr, ces dernières années, il y a eu un grand courant avec beaucoup d'études neurobiologiques qui se sont développées, beaucoup d'imagerie, et on sait aussi, bien sûr, que les substances psychoactives agissent sur des neurotransmetteurs au niveau cérébral, que ça active, par exemple, les circuits de la récompense, et que avec le temps, il va y avoir une dérégulation des systèmes. Alors bien sûr, il y a aussi tout ce courant-là qui est important aussi à avoir en tête. Alors, quelles sont les conséquences au long cours de l'alcool sur notre organisme? Alors, la dépendance à l'alcool, elle va entraîner, c'est déjà un facteur de risque pour les cancers, alors notamment les cancers de la sphère ORL, otorino-pharyngé. Il y a aussi le cancer du foie, et puis ça jouerait aussi dans le développement d'autres cancers. L'alcool aussi a des conséquences au niveau digestif et hépatique. Alors dans un premier niveau, souvent on fait un bilan sanguin chez des gens qui boivent régulièrement de l'alcool, notamment pour voir différents marqueurs. Il y a les gamma-glutamyltransférases, les gamma-GT, les transaminases, les azates et les alates qui peuvent être tous 3 donc augmentés. On peut avoir une augmentation aussi au niveau de la formule sanguine des globules rouges, des VGM. Donc ça, ce sont des atteintes qui sont réversibles à l'arrêt de l'alcool. Mais ça nous permet, c'est quand même un marqueur de la fatigue du foie. Ça nous permet aussi de suivre un petit peu l'évolution. C'est souvent motivant aussi pour les gens qui arrêtent de l'alcool de se rendre compte que ce bilan va se normaliser. Et puis avec le temps, avec les quantités consommées, on peut avoir une altération plus significative au niveau des bilans sanguins et donc un risque de développement vers la cirrhose hépatique. Il y a aussi des risques de pancréatite aiguë, de pancréatite chronique. Et sur le plan cardiovasculaire aussi, la dépendance à l'alcool, elle peut entraîner donc une hypertension artérielle. Elle va jouer aussi sur les troubles du rythme tels que la fibrillation auriculaire ou des cardiopathies. Et puis aussi, enfin, au niveau neurologique, l'alcool entraîne des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Et puis, dans les formes plus évoluées, on peut avoir des crises d'épilepsie qui vont s'installer, et puis des démences par carence dans les formes les plus graves. Aussi, alors, pour ce qui est des effets psychiques de l'alcool, de la dépendance à l'alcool, il faut se dire, bien sûr que l'alcool, elle vient souvent déjà masquer un mal-être. Souvent, il y a déjà
une fragilité psychique, une souffrance psychique, et l'alcool va s'installer un petit peu pour colmater un petit peu, pour masquer un petit peu cette souffrance. Et bien sûr, cette dépendance à l'alcool ne peut qu'aggraver en fait à moyen ou à long terme, puisque l'alcool a aussi des effets dépressiogènes, des effets sur l'anxiété. Donc on entre dans quelque chose qui est de l'ordre du cercle vicieux. Alors chaque année en France, près de 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool, et ces décès pourraient être évités si tous les conducteurs respectaient strictement la limitation légale de l'alcoolémie au volant. Rappelez-nous, quelle est la limitation légale de l'alcoolémie au volant et combien de temps met l'organisme à éliminer l'alcool ? En effet, l'alcool, elle a un effet sur l'attention, sur la latence des réflexes, sur la perte de contrôle. Donc en effet, on va avoir, ça va entraîner des conduites à risque. Donc il est interdit, alors ça c'est les chiffres de la sécurité routière, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,5 g par litre dans le sang. Ça c'est retrouvé sur la prise de sang. Ou un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré sur les kilomètres. Donc ce taux est abaissé en cas de permis probatoire, en cas de stage d'apprentissage ou lors de la conduite de véhicules de transport en commun. Alors chaque verre va augmenter ce taux à peu près de 0,20 g par litre en fonction de différents facteurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, qui est stressé, qui a par exemple qui a un poids plus faible, ça va augmenter un peu plus vite. Et la baisse de ce taux, c'est-à-dire l'élimination dans le corps, on sait que c'est à peu près 0,10 g à 0,15 g par litre par heure. Donc en résumé, pour essayer un petit peu de simplifier de manière un petit peu caricaturale, on sait que 2 verres sur une courte période, on va atteindre assez rapidement le taux interdit, et que le corps va éliminer à peu près 1 verre toutes les 2 heures. Alors, on peut parler de les consommations d'alcool, notamment chez les jeunes. C'est un petit peu particulier puisqu'on parle beaucoup de conduite à risque. Et vraiment, au premier sens du terme, c'est les conduites à risque au volant, puisque il y a des consommations dites excessives, soit en milieu festif, soit en sortie de boîte de nuit, où il y a des prises de conduite au volant. Et les prises de risque, ça peut être des prises de risque au volant, des accidents de la route, ça peut être aussi des passages à l'acte. Moi, régulièrement sur la consultation jeunes, il y a des histoires très tristes où des jeunes en fin de soirée, avec cumul alcool, conduite au volant, accident, viennent à la consultation. C'est aussi des jeunes qui viennent à la consultation avec une obligation de soins. Donc c'est suite à une décision judiciaire où le juge décide pour faire frein à quelque chose, soit un accident, il peut y avoir des choses dramatiques avec des blessés, voire des décès, suite à des prises de risques en fait sur les consommations. Enfin, pour ce qu'il faut dire sur l'alcool et les jeunes, c'est des consommations un peu particulières. On parle de binge drinking, encore anglo-saxon, mais on va parler un peu français. C'est-à-dire, c'est des consommations, c'est boire pour tomber. Chez les jeunes, c'est un verre plus un autre, c'est un verre plus un autre, un plus un plus un plus un. C'est quelque chose de très groupal, ensemble, avec les potes. On boit et c'est pour celui qui tombera en premier. Il y a comme un challenge groupal où le jeune est là comme un défi à soi-même et envers ses potes. Pour celui qui va tomber sera reconnu en tant que tel avec les autres. Donc il y a des sortes de défis comme ça où il y a une attention particulière. Alors en milieu festif, il y a une association qui est connue notamment à Marseille qui intervient dans le milieu festif et dans les festivals, c'est Plus belle la nuit. Donc c'est des stands de prévention, c'est-à-dire un jeune qui vient ou c'est aussi être ensemble avec ses potes. Il y en a un qui remarque que l'un de ses potes va pas bien, qui tombe à terre, il peut être faire des convulsions suite à des prises d'alcool excessives. C'est d'aller à un stand de prévention, voir quelqu'un en milieu associatif qui puisse rassurer, appeler les secours si besoin, ou les pompiers s'il y a besoin d'évacuer la personne.
Puis en plus, j'imagine qu'ils associent plusieurs drogues, non? En milieu fait. Multiples de consommation. Il peut y avoir de l'alcool, cannabis ou parfois des prises de médicaments. Et donc il y a des risques multiples qui multiplient, où il y a des risques qui sont multipliés en fait. Donc ça vaut le coup qu'il y ait quelqu'un qui modère un petit peu tout ça, voilà. Merci. Dans une émission de septembre sur les premiers secours, j'ai abordé rapidement le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors l'alcool passe la barrière placentaire, mais quels sont les effets sur le fœtus? Est-ce qu'il est possible pour une maman de boire de temps en temps, ou même un verre peut-il être délétère? S'il vous plaît, docteur. Alors en effet, l'alcool pendant la grossesse, c'est une des grandes causes d'handicap mental chez l'enfant. Donc l'atteinte fœtale peut être de différents types. En fait, il y a des formes partielles et des formes plus complètes. C'est-à-dire qu'on peut aller de formes partielles avec des retards en fait d'apprentissage chez l'enfant, des retards d'adaptation sociale, à la forme la plus complète qui va être le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui cumule du coup une dysmorphie faciale avec un retard mental parfois, un retard de croissance et des difficultés d'apprentissage. Alors, il n'existe pas en fait à ce jour de seuil de consommation sans danger. En fait, on n'a pas retrouvé ça. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas boire d'alcool du tout pendant la grossesse. Donc c'est alcool zéro pendant la grossesse. Alors moi d'ailleurs en lisant cette question, moi j'avais en tête que pendant longtemps on disait mais pendant les premières semaines de grossesse c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que soit il y a une fausse couche, soit si le bel enfant reste là, et il va se développer. Il y aura pas de retard, il y aura pas de difficulté parce que l'organogénèse ne s'est pas faite. Et en fait même ça, c'est remis en question. C'est-à-dire que j'ai vu il y a eu des études un petit peu plus récentes où ils disaient, mais en fait, peut-être que même c'est de l'alcool pendant les quelques semaines, ça peut entraîner des atteintes qui vont entraîner des difficultés chez l'enfant par la suite. Quelle est la prise en charge des dépendances en général, puis quelle est la prise en charge spécifique de la dépendance à l'alcool? Donc dans l'EXAPA, en premier lieu, un des enjeux de l'accompagnement et du soin, ça va être la nécessité de réintroduire la notion de temps comme un repère, c'est-à-dire essayer de sortir d'ici et maintenant. Parce que chez les personnes qui ont des addictions, souvent, il y a la question de l'immédiateté. Et puis, on va aussi vouloir ouvrir un espace qui va permettre aux patients de devenir un sujet, c'est-à-dire de désirer. Donc, l'EXAPA sont des espaces d'accueil et d'écoute, de suivi auprès d'infirmiers, de psychiatres, parfois un accompagnement auprès d'un psychologue, un accompagnement social vont pouvoir être proposés. Pour ce qui est de la prise en charge spécifique à l'alcool, il y a une prise en charge médicamenteuse un peu spécifique. Il faut avoir en tête quand même que le sevrage à l'alcool a des dangers, qu'il peut y avoir un retentissement somatique important avec un risque d'épilepsie et avec parfois des conséquences plus graves chez des gens qui sont très fortement dépendants. Et donc pour le sevrage en alcool, il va falloir parfois proposer un accompagnement médicamenteux avec des benzodiazépines, de la vitamine B1, une hydratation bien adaptée. Et il y a des traitements médicamenteux spécifiques dans l'aide à l'abstinence ou dans l'aide au contrôle de la consommation d'alcool. Mais j'imagine qu'il faut vraiment que la personne soit en total accord déjà totalement consciente d'être dépendante. Et ensuite, de vouloir vraiment se soigner, c'est ça qui doit être le plus compliqué. Parce que j'imagine quand il y a un traitement médicamenteux derrière, il faut le prendre au quotidien. Et si la personne est dépendante, c'est peut-être ce côté-là doit être très compliqué, j'imagine. Oui, en effet. C'est vrai que là, c'est vrai que je parle de patients qui vont se présenter au XAPA, qui ont une demande d'aide au maintien, au contrôle de la consommation, qui font une démarche. Il y a la question de la démarche, où il y a des personnes qui se présentent, ils savent pas trop où ils vont. Encore une fois, il y a la question de l'entourage par rapport à l'alcool. Au niveau des adultes, c'est souvent un conjoint, une conjointe. Ça va être dans la fratrie, un fils, une fille, qui a une préoccupation envers l'un de ses parents. Voilà, je l'accompagne parce que ma mère va pas bien. Elle est OK pour venir, elle sait pas trop où elle est. Et donc, le travail de nous, les soignants, c'est d'accueillir la personne.
et puis de l'intégrer dans sa démarche de soins à elle, en fait. Pas dans la nôtre, mais là où elle en est, encore une fois, et comment nous on peut l'accompagner pour se faire aider, pour qu'elle puisse se faire aider et d'aller vers, avant de parler de sevrage, c'est d'accepter une problématique, se questionner autour de ça et de voir comment on peut l'aider. Alors, l'un des médecins avec l'aide médicamenteuse, mais aussi, alors nous, au niveau infirmier, c'est aussi, notamment chez les jeunes, quand la question de traitement médicamenteuse, c'est d'accompagner le jeune autour de, ça sert à quoi un traitement, comment il va m'aider, parce que les jeunes, ils ont des représentations, soit un traitement magique, avec une prise unique, tout va se régler, tout va s'améliorer, j'aurai même plus besoin de venir vous voir. C'est de l'accompagnement, on se revoit dans une semaine, on refait le point, et l'accompagnement, il est multiple en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment, j'insiste, mais l'équipe pluridisciplinaire, que ce soit les médecins, psychologues et nous, les infirmiers, c'est de l'accompagnement à plusieurs en fait. Et en général des longues périodes, j'imagine. La question de l'alcool, c'est plutôt des longues périodes d'accompagnement. Et c'est vrai, ça me permet aussi de parler au niveau de la consultation adulte d'une prise en charge qui se développe là auprès des familles, c'est-à-dire qu'on peut proposer des consultations pour l'entourage. Des fois, il y a des personnes qui appellent effectivement de l'entourage, qui disent est-ce que je peux être reçue auprès d'un psychologue, auprès d'un psychiatre, c'est possible. Il y a aussi un groupe famille une fois par mois qui est proposé, donc c'est des personnes de l'entourage, de la famille qui vont se retrouver sans les patients avec deux soignants pour échanger ensemble des difficultés qu'ils ont. Et aussi il y a l'UTFA 13, il y a une unité de thérapie familiale pour les personnes souffrant d'addiction qui s'est développée, qu'on retrouve, le lien c'est l'UTFA 13 sur internet. Et là j'ai une question qui me vient, mais en général, je ne sais pas si on peut parler de monodépendance ou de pluridépendance, mais est-ce qu'en général, la dépendance à l'alcool, en fait, une personne qui est dépendante à l'alcool est dépendante à d'autres drogues aussi, ou ça peut être que de l'alcool, ou comment ça se passe en général ? Il n'y a pas de règles ou... Là, il y a un profil de patient qui vient avec des addictions multiples. C'est-à-dire, par exemple, on a des patients qui viennent avec des dépendances au cannabis, au Subutex, parfois aussi à l'alcool. Souvent, ce sont les grandes bières, les grandes 8-6, qui vont avoir des multiples consommations associées. La cocaïne aussi, qui se développe beaucoup à Marseille comme dépendance. On a aussi un profil de patients qui viennent vraiment pour une dépendance à l'alcool, souvent associée au tabac, mais qui reste contenu à une ou deux substances. Ouais. C'est différents profils de patients. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine ? Alors, bannir toute goutte d'alcool durant un mois entier peut aider à retrouver un meilleur sommeil, plus d'énergie au quotidien et une capacité de concentration accrue. Quels sont, s'il vous plaît, vos conseils ou vos astuces à donner à nos auditrices et auditeurs challengers pour réussir leur dry January et même perpétuer leur challenge au cours du temps ? Alors moi, cette question, elle illustre un peu mon quotidien de soignant. Parce que sur la question alcool, mais aussi sur les questions des consommations, le sevrage, l'aide au cannabis, ou même par rapport au tabac, il faut trouver des aides d'accompagnement. Alors moi, j'utilise des petites bases de sophrologie. En fait, c'est la question, c'est comment dévier ce qu'on appelle, nous, le craving en addictologie, c'est dévier l'envie. C'est-à-dire, c'est comment cette cigarette qu'on a vraiment envie de fumer, ce verre d'alcool qu'on a tout de suite et maintenant envie de boire, c'est comment trouver comme un dérivatif et devenir calmer quelque chose. Parce que derrière les consommations, il y a souvent de l'angoisse, de l'anxiété. C'est comment contenir ce moment de craving où ça relate vraiment des moments intenses d'angoisse, d'anxiété et trouver quelque chose pour venir calmer sans venir soit se remplir d'alcool, d'allumer un pétard ou une cigarette. Donc, il y a des petits exercices, moi, que je fais travailler les jeunes avec ça. Ça s'appelle de la respiration inversée, abdominale. Ça dure 5 minutes. C'est un petit exercice qu'on peut faire, même vous-même, ici, à table. Allez, on est le 2 janvier. On est tous dans l'abstinence. Et on essaie de trouver des remèdes en soi pour pouvoir passer. Donc, on s'assoit, position assise. On fait de la respiration inversée. C'est-à-dire qu'on vient respirer par le nez, profondément. On fait un petit blocage où on vient expirer par la bouche. Lentement, c'est un petit exercice qui dure 5 minutes.
On peut se faire aider, il y a des petites, sur YouTube notamment, des petits exercices musicaux où qui suit le mouvement de la respiration. Et enfin, un jour, vous essaierez et vous verrez, en fin des 5 minutes, en fait, le rythme cardiaque se ralentit et ça fait redescendre le stress, l'angoisse. C'est des petits exercices comme ça qui peuvent aider, soutenir et accompagner. Et ça peut être aidant pour ce moment vraiment où on a envie de consommer, de trouver des petits dérivatifs. C'est des, voilà, Oui, bien sûr. Il y en a d'autres sûrement. Il y a aussi une application qui s'appelle Try Dry, qui est l'application officielle un petit peu du mois sans alcool. Et voilà, et surtout ce mois sans alcool, c'est un mouvement qui donne l'occasion de parler, d'échanger, de se motiver ensemble. C'est porteur, ça permet de changer sa relation au produit. Ça permet de parler. Moi, je trouve ce qui est intéressant sur le mois sans alcool, en fait, c'est le prétexte. On est le 2 janvier ou le 1er, c'est le prétexte qu'à se dire, tiens, j'ai envie de commencer autre chose. J'ai envie de faire autrement, moi et mes consommations, moi et mon produit, qu'est-ce que je peux faire pour contrôler, peut-être aller voir quelqu'un, mais déjà avant d'aller voir quelqu'un, l'idée c'est de réfléchir sur soi-même avec son entourage proche. C'est l'occasion de réfléchir et peut-être se faire aider, de se faire accompagner. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Bon courage pour ce mois. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.